Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Comme chaque jeudi désormais, c'est le grand débrief de l'actu. Aujourd'hui, on va être ensemble pendant une demi-heure. Je vais vous présenter nos sujets et nos invités tout de suite après ça. C'est parti pour le grand débrief. Cette semaine, autour de la table, avec moi, l'excellent journaliste spécialisé Eric Le Bourlou, l'économiste du numérique, Julien Pillot, qui est enseignant-chercheur à l'INSEC, et le visionnaire, Tariq Krim, fondateur du think tank Cybernetica. Bienvenue à tous les trois. Vous êtes en forme là pour la rentrée ? Absolument. Ouais, ça va. Prêt à débattre de tous ces sujets-là qui nous ont bien occupés pendant l'été. On va confronter nos points de vue, notamment sur le record de faillite de start-up françaises. On aura d'ailleurs à ce sujet Claude Calmont du cabinet Calmont Partners qui accompagne ces start-up françaises dans leur levée de fonds. On va aussi revenir sur les annonces Apple autour des premiers iPhones qui ont été conçus pour l'intelligence artificielle. Et puis, on parlera évidemment de l'arrestation de Pavel Durov, le patron président de Telegram. Et donc, on commence, je vous propose, avec ce chiffre record de faillite. 129 startups matures, tricolores, qui ont fait faillite ces 18 derniers mois, selon une étude 2023 de la Banque de France qui a été complétée avec des données obtenues par La Tribune et donc qui vont jusqu'à juin 2024. Bonjour Claude Calmont, merci d'être connecté avec nous. Merci. Vous êtes donc le fondateur de Calmont Partners. Vous accompagnez, je l'ai dit, les startups dans leur levée de fonds. Vous êtes vous-même business angel. Est-ce que la situation aujourd'hui vous inquiète pour la suite ? Alors, j'ai plutôt envie de voir le bon côté des choses, mais ça, c'est aussi le côté entrepreneurial. Il y a effectivement ce chiffre qui est assez fort sur les faillites, mais on peut aussi se concentrer sur les sujets un petit peu positifs, à savoir la hausse du chiffre d'affaires au global dans la French Tech et le renforcement des fonds propres, ce qui veut aussi dire que finalement, les sociétés qui sont parties au tapis étaient peut-être celles qui ont un petit peu trop bénéficié des largesses d'investisseurs au moment où l'argent était assez facile de lever et celles qui ont pu montrer qu'elles pouvaient traverser à la fois des crises Covid, mais aussi des crises de financement, se sont, elles, renforcées, ont augmenté leur croissance et ont pu aussi bénéficier d'opportunités sur de la croissance externe. Mais après... Cela dit, on parle quand même donc de start-up matures, hein, on ne parle pas de toute jeune pousse. Je ne sais pas, on peut citer par exemple le service de scooter électrique CityScoot, on peut parler aussi de la biotech BioSerenity, il y avait EasyWork qui était aussi vraiment en pleine croissance puisqu'il révolutionnait les métiers de l'intérim. Ce qu'on a un petit peu oublié de dire, c'est que plus vous levez, plus la pression sur la croissance de la société augmente. Il y a eu, je pense, énormément de levées qui étaient au-delà des besoins de croissance naturelle d'une société. Recruter des dizaines, des centaines, des milliers de personnes dans un temps record, c'est extrêmement dangereux en termes de culture d'entreprise, de prendre le temps de recruter les bonnes personnes, des dépenses somptuaires d'un point de vue marketing, publicité, etc. Des bureaux gigantesques, souvent beaucoup trop gros, beaucoup trop chers. Et c'est un petit peu le problème quand le chiffre d'affaires ne suit pas et que une société n'est pas rentable. Le jour où le financement ralentit, voire s'arrête, en fait, c'est pas viable. Et on a soutenu des business models qui n'avaient pas vraiment d'horizon de rentabilité suffisamment court pour pouvoir passer ce genre d'obstacle. Et donc, vous pensez que là, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer ? De ce qu'on dit, je n'ai pas de boule de cristal, mais on dit que le pic est peut-être un petit peu passé. On commence à entrevoir une baisse au niveau des taux, ce qui va aussi peut-être permettre de réouvrir un petit peu le robinet du cash pour certaines startups. Mais une chose est sûre, c'est que les critères d'investissement des investisseurs ont changé. On veut voir beaucoup plus de solidité, un produit qui a trouvé son marché, un point de rentabilité à venir dans un horizon beaucoup plus court qu'avant. Et ça va encourager les projets les plus solides. Bon, donc pas de nouveau record de faillite d'ici la fin de l'année, selon vous. On suivra ça. Julien, une réaction ? Pas une réaction, oui, parce que j'ai entendu des propos qui sont vraiment pleins de bon sens. Pour moi, il faut regarder ce qui explique finalement les défaillances de ces startups. Et il y a deux niveaux d'analyse, il y a un niveau macro et un niveau micro. Sur le niveau macro,
on est face à des startups qui ont privilégié largement la croissance à la rentabilité, avec des business models qui n'étaient pas éprouvés, en fait, qui n'étaient pas suffisamment bien calibrés et suffisamment tôt pour pouvoir réussir à obtenir une rentabilité, ne serait-ce que sur un horizon stratégique à peu près acceptable pour des investisseurs. Et lorsque l'argent commence à devenir plus cher, parce que les taux d'intérêt augmentent, eh bien, ce cash qui est extrêmement nécessaire pour conserver la start-up en état de fonctionnement, il commence à manquer. Ouais. Et ça commence à poser des problèmes. Et sur le niveau micro, il faut regarder aussi quel est finalement le profil des personnes à l'origine de ces startups. Et souvent, on retrouve quand même des profils qui sont assez similaires, des personnes assez jeunes, assez inexpérimentées, qui sortent tout juste des écoles de commerce, qui n'ont pas su gérer l'argent qui tombait un petit peu du ciel à travers les levées de fonds, qui ont fait des dépenses inconsidérées, on l'a entendu, en marketing, des dépenses inconsidérées en show-off, des dépenses inconsidérées aussi en recrutement, au-delà des besoins. Et in fine, ça crée une surchauffe. Là, vous êtes sévère quand même, Julien, parce qu'il y a quand même une question d'investissement dans le monde aujourd'hui, autour des startups et de la tech. C'est pas que la France qui est touchée. Oui, mais la France qui est... là, je reprends ma casquette d'entrepreneur, parce que d'une certaine manière, quand on faisait NetVibes, on a à la fois lancé l'idée de monter des startups internationales, mais avec un playbook qui est différent. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des startups que l'on voit ou que l'on appelle startups en France sont en fait des PME technologiques. Et donc, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est effectivement, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est la tech, les briques technologiques. Quand on fait une start-up, plutôt qu'une PME, c'est qu'on va grandir très vite pour soit vendre, soit s'introduire en bourse. Pour se vendre, aujourd'hui, les boîtes n'achètent. Toutes les boîtes qu'on a vues dans la cybersécurité, dans le cloud, qui ont été achetées par les Google, Apple et Co., sont des boîtes de technologie. Et donc, tout ce que j'appelle l'Internet des écoles de commerce est en fait un système de PME surboosté à l'argent public. Et là, on va avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est que moi, je ne crois pas qu'on est au pic. Là, maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que des dites licornes sont en fait ce qu'on appelle des zombicorns, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont plus d'expectatives en termes de sortie, puisque la bourse est bouchée. Personne ne peut sortir aujourd'hui sur des marchés. Aucune des grandes boîtes américaines ne peut acheter. Alors, le problème qu'on a, c'est que depuis que Lina Khan est présente à la FTC aux États-Unis, plus personne n'achète. On fait semblant d'acheter, on achète les employés et on rembourse les investisseurs, mais on ne peut plus faire de grosses sorties. Et puis surtout, et là c'est un vrai sujet, c'est que quand on voit la débauche d'argent public qui a été investi que dans un type de société, c'est finalement des... Quand j'étais à San Francisco dans les années 90, au début de l'Internet, il y avait deux types de boîtes. Il y avait les startups, qui étaient des boîtes de technologie, puis il y avait les dot-com, qui étaient en fait des sites de e-commerce ou des boîtes de la vie courante qui utilisent la technologie. En France, on a 90% des boîtes qui sont en fait liées à ça, donc oui. À des besoins que l'État a créés, par exemple en libéralisant tel ou tel marché, ou parce que les services publics ne fonctionnent pas forcément comme ils devraient, donc on a des outils qui permettent de favoriser la vaccination, par exemple, alors que c'est un service régalien, une mission de l'État. Et donc là, on a cette question qui se pose, c'est que les grands fonds américains qui faisaient les très gros tours sont tous partis. Les Saoudiens, les Émiratis qui veulent tous investir, entre investir dans la licorne française ou participer au prochain tour d'OpenAI, je pense qu'il n'y a pas photo. Et une question qui va se poser, c'est comment on fait. Les grandes boîtes du CAC 40 n'achètent pas vraiment les startups, ne veulent pas les acheter au prix, ne savent pas les acheter au prix, n'ont peut-être pas les moyens d'ailleurs de les acheter au prix. Et donc on est dans une situation un peu inextricable. Et de toute façon, il faut le rappeler, une start-up, c'est quelque chose de très, très fragile. Si 1% ou à 3% des start-up réussissent, c'est une bonne chose. Donc c'est normal, quand on a dit qu'on fait la Startup Nation, ça veut dire qu'on devient à un moment donné aussi la Faillite Nation, parce que la moitié, voire les 2/3 de ces boîtes vont faire faillite. Bon, dis donc, alors ça va pas remonter le moral à Claude Calmont qui accompagne les startups, mais qui a eu la gentillesse d'être avec nous connecté aujourd'hui, fondateur, je le rappelle, du cabinet Calmont Partners. On enchaîne avec nos autres sujets. Alors, ces annonces Apple qui ont été faites donc lundi soir ont présenté la première série d'iPhone conçue expressément pour l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce que nous raconte Tim Cook en ouverture de sa keynote lundi soir. Donc, on a découvert l'iPhone 16, 16 Plus, le Pro, Pro Max, qui embarque iOS 18 et Apple Intelligence. Donc, on a découvert qui a été lancé en juin.
qui est, on pourrait résumer comme le savoir-faire d'Apple en matière d'IA. Ce sont évidemment des objets toujours aussi magnifiques. Est-ce que pour autant, ils vous ont surpris? Est-ce que vous avez découvert quelque chose qui vous a surpris, un peu d'inattendu pendant cette keynote? Bon, on en parlait un petit peu avant. De mon côté, pas vraiment. Moi, je l'ai regardé en vitesse très pratique d'ailleurs sur YouTube, et la vitesse x2. Donc comme ça, vous pouvez regarder la conférence plus vite, parce que c'est un petit peu. Cela dit, elle n'était pas très longue. C'était pas très long, mais c'était déjà trop long, parce qu'on a tous connu une époque, je crois, où les conférences Apple, c'était une vraie conférence avec notamment Steve Jobs, mais aussi après derrière Tim Cook qui intervenait. Maintenant, c'est un film publicitaire qui dure un peu trop longtemps. Mais effectivement, ils ont fait des annonces qui sont liées beaucoup à Apple Intelligence, parce que finalement, les smartphones en question, les nouveaux smartphones, sont assez peu différents de ce qu'on a vu l'année dernière. En gros, vous prenez un iPhone 15 et un iPhone 16, il y a très très peu de différence. Alors ils ont ajouté le bouton qu'ils avaient... Il y a le retour du bouton physique quand même. Alors oui, c'est vrai qu'on pensait que ça allait disparaître chez Apple un jour, le bouton physique. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y en a un nouveau. Alors, il est physique et un petit peu intelligent, puisque c'est un bouton pour prendre des photos qui rappelle un bouton d'obturateur d'un appareil photo. Voilà, l'innovation après, c'est plutôt dans le savoir-faire d'Apple. Moi, je l'ai pas essayé. Et, apparemment, en fonction de la manière dont on appuie sur ce bouton, on peut déclencher des menus. Exactement, ou le faire glisser pour effectuer un zoom. Voilà, est-ce que c'est vraiment plus pratique que d'utiliser son écran? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une manière de dire voilà, on ajoute un nouveau bouton et ça permet de faire une fonction supplémentaire. On peut personnaliser aussi des actions. Oui, ça c'est sur le bouton action, mais qui avait déjà été lancé l'année dernière. C'est vrai. Et qui cette fois, donc ils font la descente en gamme, c'est classique chez Apple, qui était uniquement sur l'iPhone 16 Pro, maintenant passe sur l'iPhone 15 Pro, et maintenant passe sur l'iPhone 16 classique, le moins cher, on va dire. Mais ça veut dire qu'on se rapproche quand même de l'univers de l'ordinateur finalement, où on peut de plus en plus personnaliser son expérience aussi à travers le matériel. Oui, et d'ailleurs Apple n'était pas très friand de cette personnalisation à une époque. C'était c'est comme ça et puis c'est tout. On voit d'ailleurs avec iOS 18, ils ont aussi inauguré beaucoup plus de personnalisation dans les menus. On va pouvoir changer ses icônes, etc. C'est aussi un petit changement de leur part. Alors qu'avant c'était très monolithique. À une certaine époque, on pouvait rien changer dans un iPhone. Et maintenant c'est le cas. C'est de plus en plus ouvert aussi, il faut bien le dire. Alors bon, si on sort du matériel, on va parler quand même d'intelligence artificielle et des fonctionnalités d'IA. Là encore, est-ce que ce que vous avez vu lors de la keynote vous a étonné, vous a dit là on a vraiment un cas d'usage qui est super intéressant, super excitant et dont j'ai envie de m'en parler tout de suite? Non, mais le problème c'est qu'en fait on nous a invite à un événement hardware, donc pour une nouvelle série de produits. D'ailleurs, le seul produit qui m'intéressait, qui était la suite des AirPods Pro, n'est toujours pas disponible, donc c'était un premier sujet. Pour en fait nous parler d'un lancement d'un logiciel qui n'est toujours pas disponible. Et en fait, quand on voit cette keynote, on se dit qu'il y a trois choses intéressantes. La première, c'est que Steve Jobs nous manque. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est devenu des publicités étendues, avec Amazing tous les 3 mots, donc ça devient quand même une grosse blague. La deuxième, c'est qu'Apple n'a plus aucune idée. C'était fondamentalement rien dans l'iPhone 16 qu'il n'y avait pas dans l'iPhone 15. Moi, j'ai aucune raison de faire de mise à jour. Et la troisième chose, c'est que on voit qu'Apple et Google sont deux entreprises qui sont très inquiètes en fait de l'arrivée de l'IA pour des raisons très différentes. Google, je pense que c'est parce que l'IA est donc ce qu'on appelle en bon français le innovator dilemma, le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que si on avance dans le futur, on est en train de tuer le business qui nous crée. Et le vrai sujet, c'est que pour Google, c'est le search, et pour l'iPhone, c'est les apps. C'est-à-dire que demain, si Siri, qui n'est toujours pas disponible, qui est toujours aussi mauvais, alors ça fait 2 ans qu'on nous promet une meilleure version. Alors justement, quand même, Siri était un peu très présent, est vraiment au cœur, je dirais, des annonces sur les fonctionnalités IA, là où on n'entendait pas tellement parler sur les keynotes précédentes. J'ai trouvé qu'il était à nouveau remis sur le devant de la scène. Et moi, j'ai trouvé quand même intéressant la partie appel à action, en fait, que Siri va pouvoir effectuer des actions à partir de nos demandes, de nos prompts, finalement. La fonction est pour 2025, donc déjà, moi, j'ai connu Apple, on sort le produit, il est là. Vous pouvez l'acheter la semaine prochaine. C'est la première fois qu'Apple nous sort un produit. Vous allez le voir dans
Et surtout, les démos en bêta, donc pour les développeurs, sont assez déceptives. Mais je vais revenir sur le point, c'est que pour moi, le problème de l'IA pour Google, c'est que ça tue... Pour Google. Pardon, pour Apple, Oui. pour Google, c'est le search, mais pour Apple, c'est les apps. C'est-à-dire que demain, si on demande à un assistant, que ce soit ChatGPT, Siri ou un autre, de faire un ensemble d'actions et de nous fournir des réponses, plutôt que d'utiliser une app, c'est un cauchemar pour Apple, qui quand même désormais gagne énormément d'argent avec l'App Store, à basculer dans les services. Ce qui est fascinant avec Apple, c'est qu'aujourd'hui qu'ils vendent un produit nouveau ou un produit d'occasion, ils gagnent autant, parce que dès qu'on achète un iPhone d'occasion, il faut acheter les AirPods, il faut acheter le iCloud et compagnie. Donc ils ont trouvé un système qui marche plutôt pas mal. Mais ils sont bloqués. Aussi intéressant, bon, moi je suis la seule qui a trouvé des trucs intéressants, j'ai l'impression, mais bon, peu importe, j'y vais. Le Private Cloud Compute. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe, alors quand on aura des requêtes qui justement dépasseront le cadre de ce que peut offrir Siri, on ira interroger ChatGPT, mais on fera ça en fait dans un cloud sécurisé. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase sur des experts indépendants vérifieront la qualité de la confidentialité de ce cloud. C'est la première fois que j'entends ça du côté d'Apple. Il y a quand même un changement de discours. On nous cite ChatGPT, on nous cite Google, on nous parle de ce cloud qui va être surveillé par des experts indépendants. Effectivement, les annonces sont sur 2025. Pour l'instant, tout ça, ça fonctionnera en anglais, mais pas encore dans d'autres langues. Bon, on sent quand même que là, il y a un mouvement qui est opéré par Apple qui est très important. Oui, mais c'est une nécessité, Julien. en fait. C'est une nécessité parce que d'un côté, sur le plan purement technologique, ils ont du retard, notamment en IA. Et donc, quelque part, s'ouvrir, ça devient une nécessité pour eux, pour tout simplement pouvoir offrir ce qu'ils pensent que le marché attend, d'une part. Et de l'autre, les régulateurs sont en train de regarder de façon nettement plus précise ce qu'il se passe au niveau de la sphère numérique et notamment de l'intelligence artificielle, et pouvoir donner des gages, ne serait-ce que dans les promesses commerciales de surveillance accrue, de confidentialité accrue. C'est quelque chose aussi qui agit comme un argument commercial, mais aussi comme quelque chose qui est susceptible de tempérer un petit peu les régulateurs qui actuellement ont quand même, notamment Apple, mais pas uniquement, aussi Google, vraiment dans l'œil du collimateur. En fait, j'ajouterais aussi cette histoire de private cloud, je ne sais plus comment il l'appelle. C'est qu'en fait, il y a trois types d'IA sur les produits Apple, ou qui vont arriver, parce qu'effectivement, elles ne sont pas encore là. Et on ne sait pas justement quand ça va arriver en France, parce que pour l'instant, c'est qu'en anglais, aux États-Unis, en France. On ne sait pas. Pas avant 2025. Pas avant 2025, on a juste cette information. 2025, mais bref, en tout cas, il y a trois niveaux. Il y a le niveau, ça se passe en local, c'est fait avec le NPU de la puce, puce A18, là, qui a le plus puissant NPU des devices Apple en ce moment, enfin en tout cas des iPhones. Il y a aussi une partie, et c'est celle-là qui correspond au private cloud d'Apple, c'est utiliser ses propres modèles, et ça va dans ses data centers et c'est privé. Et il y a une troisième étape qui est ChatGPT, parce que visiblement ils n'ont pas toutes les compétences en interne pour pouvoir proposer tout ce qu'ils devraient en matière d'IA. Donc là on fait appel à ChatGPT, et là c'est pas tout à fait les mêmes règles. Je pensais que ça se passait aussi sur le cloud d'Apple. Là ça se passe chez OpenAI, et donc il y aura une anonymisation de l'adresse IP de l'utilisateur, ça ils l'ont dit. En revanche, si on se log avec son compte ChatGPT sur son Mac ou son iPhone, là on sera livré au terme de privacy de OpenAI. Okay. Si je peux permettre juste un point là-dessus, c'est que... Parce que Tariq, quand même, vous disiez, on regrette Steve Jobs, mais on sort de ce modèle qui était quand même fermé d'Apple, et dans lequel on était un peu claustro, non ? Enfin, on avait envie justement qu'Apple s'ouvre. On est toujours dans le même modèle, puisque d'une certaine manière, on l'a vu avec l'antitrust Google, le fameux procès. Combien Google payait la relation qu'il y avait entre Apple et Google, où on ne sait pas faire, où on ne veut pas faire, donc on outsource, ça nous coûte moins cher, on paye beaucoup d'argent. Enfin, c'est plutôt Google qui paye beaucoup d'argent à Apple. Mais il y a deux informations qui sont passées un peu inaperçues cet été. La première, c'est qu'il est très possible que Apple participe au tour d'OpenAI. Donc ça veut dire et ce n'est plus d'ailleurs Microsoft qui va être le lead, donc ça veut dire que soudain OpenAI essaye de diversifier sa relation avec un actionnaire un peu trop encombrant, et surtout de se dire on va... Qui lui a sauvé la mise quand même, bien sûr. Sam Altman. Mais le problème d'OpenAI, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être perçus comme une filiale de Microsoft.
Et donc, c'est pour ça que je dis, évidemment, ça a été un coup de génie de la part de Satya Nadella d'investir et de faire exploser la valorisation. Maintenant, les produits, et je vais revenir là-dessus, c'est que la différence, tout le monde se rappelle quand Maps était nul, il a viré toute l'équipe, il l'a fait d'ailleurs à plein de reprises pour plein de choses. La réalité, c'est que je ne pense pas que Apple n'a pas les compétences. C'est marrant parce que dans l'équipe des gens qui devaient construire Mistral, il y a un des Français qui est finalement parti chez Apple, dont on dit qu'il est vraiment brillantissime. Ils ont les technologies, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA générative au-delà de tout ce qui a été montré, c'est-à-dire finalement des éditions de texte assez simples, des synthèses. Et donc il y a aussi un vrai sujet derrière, c'est que Apple en général n'invente pas les technologies, il les formalise et il les market mieux. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'IA générative, ça pose une vraie question pour le reste de l'industrie. Son utilité. Voilà, son utilité au-delà des 150-200 millions de personnes qui l'utilisent aujourd'hui dans le monde. Ouais. Bon, on n'a pas vraiment le temps de s'étendre là-dessus, mais il y a aussi des annonces du côté de la santé, avec la montre qui va permettre de détecter l'apnée du sommeil, et puis les AirPods Pro 2 qui vont devenir peut-être un dispositif médical pour lutter contre la perte d'audition. Bon, il n'y a pas eu de One More Things, donc on va passer à notre prochain sujet, l'affaire Pavel Durov. Donc le patron de la messagerie Telegram aux 950 millions d'utilisateurs a été arrêté le 24 août sur le sol français. La justice lui reproche 12 infractions, dont la complicité de diffusion en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de trafic de stupéfiants, d'escroquerie en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ou de délits, et puis le refus de communiquer sur demande des autorités habilitées les informations nécessaires à la réalisation des interceptions autorisées par la loi. Alors, quelle a été votre réaction au moment de l'arrestation et votre analyse aujourd'hui, Julien ? Alors, première réaction, c'est enfin la réaffirmation de l'autorité de l'état de droit. Ça, c'est quelque chose dont je pense on doit, en tout cas si on est défenseur de l'état de droit, dont on doit se réjouir. Après, il y a quand même deux choses qui méritent d'être questionnées à mon sens. La première, c'est l'arrestation de Sergei Durov, intuitu personnel. Et parce que finalement, est-il responsable ou est-ce son entreprise qui doit être tenue comme responsable et donc quelque part poursuivie par les autorités étatiques. Puis la deuxième chose... Ce qui fait dire à Durov que son arrestation est absurde. Absolument. Et on peut donner un peu de crédit à cette réflexion. Et la deuxième chose qui peut nous interpeller, en tout cas qui doit nous questionner, c'est finalement, est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est-à-dire qu'on est face à des messageries qui sont, dans leur promesse commerciale, tenues à la confidentialité des données. Et finalement, est-ce qu'en attaquant finalement cette promesse commerciale, on n'est pas en train finalement de s'aborder un business qui est florissant et qui a son utilité par ailleurs, parce que à côté de effectivement tous les trafics qui peuvent s'organiser sur ces plateformes-là, mais qu'on arrive quand même à démanteler malgré tout, il y a aussi des whistleblowers par exemple qui utilisent ces canaux-là pour pouvoir communiquer et faire remonter des informations qui sont extrêmement cruciales pour justement la bonne tenue à la fois du débat public, mais aussi des affaires. Une réaction, Eric, au moment où vous avez appris l'arrestation, qu'est-ce que vous êtes dit ? Moi, ça m'a un peu surpris pour les mêmes raisons. Alors, j'ai pas vos compétences juridiques, mais en vrai, c'est vrai que c'est bizarre de s'attaquer au patron quand il s'agit de problèmes qu'on a sur une plateforme. Après, moi, je connais pas très bien cette affaire, mais en vrai, il faut voir aussi ce que c'est que Telegram. Telegram n'est pas qu'une messagerie, c'est pas vraiment l'équivalent de Signal ou de WhatsApp. C'est plutôt un réseau social en vrai. C'est beaucoup utilisé comme ça, et c'est vrai qu'il n'est absolument pas modéré. En quelques secondes, on peut se retrouver dans des discussions néo-nazis très simplement, et ça c'est assez surprenant que ce soit un espace comme ça qui soit absolument pas régulé. Donc effectivement, on a souvent tendance à confondre Telegram avec WhatsApp, alors que oui, on peut s'en servir comme messagerie plus ou moins sécurisée d'ailleurs, puisque en fait, par défaut, les conversations ne sont pas chiffrées de bout en bout. Mais je pense avant tout, le problème repose dans ces canaux de diffusion complètement pas modérés en fait. Est-ce que c'est une alerte pour les plateformes sociales justement ?
C'est une bonne question parce qu'on parlait de l'état de droit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que coup sur coup, on a vu deux pays, la France et le Brésil, tenir tête à des acteurs et à la plateforme X. Voilà, notamment ce qui s'est passé au Brésil avec Twitter. Alors après, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de cette histoire, mais on est certain que c'est un billard à plusieurs bandes. Il y a effectivement la question des services de renseignement de différents pays qui sont intéressés par ce qui se passe sur Telegram et qui veulent s'assurer que ce qui se passe sur Telegram leur soit facilement accessible. Il y a la question aussi de sa nationalité à la fois française et émirati, puisque les Émirats ont aussi investi dans sa société. Et puis il y a une véritable, pour moi, ce que montre Telegram, c'est ce que je dis régulièrement, c'est qu'on est dans un monde qui est géopolitiquement fragmenté, avec une zone d'influence américaine. Les boîtes américaines sont intouchables, déjà parce qu'elles ont mis des anciens, des renseignements dans leur board, des gens très importants, donc qui les empêchent d'être attaqués, en tout cas d'un point de vue diplomatique. Ça leur confère une forme d'immunité. On a TikTok, c'est pareil avec la Chine qui dit, nous, c'est notre zone d'influence. Et Telegram, en fait, essaie d'être dans un entre-deux, de dire à la fois, on va permettre aux Russes de coordonner leurs attaques en Ukraine, mais aussi coordonner les renseignements en Europe, et en même temps aider les Ukrainiens à communiquer. Donc évidemment, on ne peut pas être dans l'entre-deux. Et puis surtout, quand on est une boîte avec 40 personnes, avec un chiffre d'affaires assez ridicule et finalement très peu de contacts, on est une proie facile. On a vu avec TikTok, on a essayé, il n'y a que l'Inde qui l'a interdit, mais aux États-Unis, on n'en parle plus. En Europe, on n'en parle plus. Donc on sent qu'il y a des forces très importantes. Et Telegram était un peu le petit canard facile. Donc après, la question, c'est pourquoi est-il venu en France ? Est-ce que Macron était au courant ou pas ? Il y a plein de questions posées. Moi, personnellement, en tout cas, il nie je n'ai aucune réponse là-dessus. Avoir été informé et avoir eu un pseudo-rendez-vous. Oui, non, mais il y a beaucoup de théories qui circulent. Ce qui est certain, c'est que la partie juridique n'est pas la seule, mais par contre, on ne sait finalement pas grand-chose. Bon, mais facile et pas si facile que ça, en fait. On a juste une minute pour essayer de dire, est-ce que ça pourrait arriver à justement une plateforme comme X ? Est-ce que demain, on peut imaginer que si les réseaux sociaux ne respectent pas le règlement européen, eh bien... ce serait plus facile pour X que pour Telegram, en fait. Parce que X, du fait de son nombre d'utilisateurs, tombe sous le coup du DSA, du Digital Services Act, ce qui n'est pas le cas de Telegram. C'est pour ça que ce n'était pas si simple pour Telegram, parce que Telegram, avec seulement, entre guillemets, en Europe, 41 millions d'utilisateurs, est sous le seuil fatigue des 45 millions d'utilisateurs. Ça passerait d'abord par une amende. X, parce que c'est ce que prévoit le DSA. Le DSA prévoit effectivement des amendes, des sanctions et des mesures comportementales. Et en cas de récidive grave et avérée, là, effectivement, on peut aller jusqu'à l'interdiction de pouvoir opérer en Europe. Ouais. Interdiction temporaire ou définitive. Mais effectivement, X n'est pas au-dessus des lois et probablement devra rendre des comptes. Mais on ne parle pas d'arrestation. On ne peut pas imaginer demain qu'on ait d'autres responsables de réseaux sociaux. Non, mais ce qui est intéressant dans le cas du Brésil, c'est que Musk a voulu jouer les gros bras. Le juge a dit « je ferme ». Et maintenant, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Donc, d'une certaine manière, ça montre aussi que ce sont des entreprises qui n'ont qu'un pouvoir très limité, même si elles ont surestimé ou fait surestimer par les médias leur pouvoir. Alors, dans un problème comme l'Europe étant très bureaucratique, ça peut prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'était Tariq Rim, fondateur de Cybernetica. Et à côté de lui, Julien Pillou, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Et mon confrère, Éric Le Bourlou. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart for Change. Vous pouvez aussi nous voir sur les réseaux sociaux en replay. Et puis nous suivre en podcast. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.